Hello. Il y a encore beaucoup d'endroits sur notre planète où aucun homme n'a jamais mis les pieds. Et qui sait quelles créatures habitent dans les profondeurs sombres de l'océan et les tunnels souterrains des montagnes froides scandinaves. Nora Tidman et son père Tobias escaladent une falaise abrupte dans la vallée montagneuse norvégienne de Romsdalen pour voir le massif Trolltinden avec le légendaire sommet Troll. Ils doivent mettre beaucoup d'efforts dans leur ascension. Soudainement, Nora glisse et descend de quelques mètres. L'équipement de sécurité la sauve de la mort. Hey Tiny, are you coming? You gonna hang there all day? I'd worry about yourself, you old fossil. Mais la fille, animée, se reprend rapidement et rattrape son père au sommet. Tobias se souvient que lorsqu'elle était enfant, sa fille aimait l'histoire des trolls, des créatures dont la chair est faite de terre et de pierre, avec un cœur de neige et d'os de glace. 13 géants célébraient joyeusement un mariage toute la nuit, et ils avaient perdu la notion du temps. Vu que c'étaient des créatures des ténèbres, la lumière était destructrice pour elles, et avec les premiers rayons du soleil, elles se sont transformées en montagnes. Nora ne croit plus aux contes de fées pour enfants, mais son père respecte les anciennes légendes. You have to believe in something to see it. Can you see them, Nora? Il invite la fille à imaginer un instant que tout ça s'est vraiment passé, puis à regarder à nouveau la montagne. Nora suit les conseils de son père, et les visages des statues de pierre emprisonnées à jamais dans les sommets des montagnes commencent à apparaître devant elle. 20 ans plus tard, Nora pelette la terre sur le rivage de l'océan. Dans le cadre d'une expédition archéologique, son équipe est à la recherche de restes de dinosaures en Norvège. Ça fait 6 mois qu'ils ont commencé, mais ils n'ont toujours pas de résultats. Le leader est prêt à abandonner, car son financement a été coupé. Mais la fille a l'intention de creuser plus loin, obstinément, car elle sent qu'ils sont proches d'une percée. Elle se souvient des enseignements de son père, qui lui a appris à ne pas perdre la foi quand la vie devenait compliquée. Soudainement, sa pelle heurte quelque chose de solide. Une mâchoire avec des rangées de dents émerge de la terre noire. L'équipe célèbre la découverte d'un énorme crâne de dinosaure et tout le monde se précipite pour récupérer leurs outils. Pendant ce temps-là, dans une autre partie de la Norvège, un chemin de fer est en cours de construction et il est prévu qu'il traverse une montagne. Pour ça, les constructeurs creusent un tunnel en utilisant de grandes quantités d'explosifs. Les militants écologistes protestent contre une telle ingérence brutale dans le paysage naturel. Mais ça n'empêche pas les travailleurs d'activer un autre fusible. Le sol tremble d'une explosion massive. Les ouvriers de la construction se rendent à l'intérieur pour examiner le résultat. Mais les murs du tunnel commencent soudainement à bouger. Des pierres tombent sur la tête des hommes, qui tentent de s'échapper, mais finissent quand même enterrés sous les décombres. L'activité sismique inhabituelle est immédiatement détectée par les forces armées norvégiennes. Un avion de reconnaissance vole vers les montagnes, et des images de la scène sont montrées à la première ministre. En plus d'un énorme cratère sur le site du tunnel, d'étranges et grandes indentations se trouvent à proximité. Andreas, l'assistant de la ministre, souligne qu'ils ressemblent à des empreintes de pas. La femme rit en réponse, et elle suggère de ne pas tirer de conclusions hâtives. Elle ordonne de garder l'affaire secrète pour la presse et de réunir un comité d'experts pour enquêter sur l'accident. Alors que Nora et son équipe d'archéologues célèbrent le succès, un hélicoptère militaire apparaît à l'horizon. Les soldats invitent la jeune fille à Oslo, la capitale, pour les aider avec une question de sécurité nationale. Sous haute surveillance, Nora est emmenée dans une base secrète, où elle est accueillie par Andreas. La fille est extrêmement insatisfaite du fait qu'elle n'a pas encore été informée de ce qui se passe exactement, et en plus, elle a très faim. S'excusant, l'homme la conduit dans une pièce remplie de certaines des personnes les plus importantes de la Norvège. Choquée, Nora s'assoit à table, où la discussion sur les causes de l'urgence locale est déjà en cours. On ne sait pas très bien pourquoi la paléontologue a été amenée ici, car les dinosaures se sont éteints il y a plusieurs millions d'années. Les géologues tentent d'expliquer les étranges fosses au sol par une réaction en chaîne après l'explosion, qui a provoqué l'effondrement des formations rocheuses. Nora les interrompt, pensant que c'est une sorte de mauvaise blague. La première ministre lui demande de s'expliquer. Everyone sees their footprints, right? On dirait que la paléontologue pense qu'il y a un énorme monstre qui se promène en Norvège, et les experts rassemblés ricanent à sa suggestion. La programmatrice, Sigrid, entre dans la pièce. Elle a piraté le téléphone de l'un des militants et a trouvé une vidéo de l'incident. Elle affiche les images, qui montrent qu'après l'explosion, même les personnes situées à l'extérieur du tunnel tentent de s'échapper d'énormes rochers volant directement sur eux. Néanmoins, les scientifiques continuent de pousser la théorie de l'explosion souterraine de gaz, et Nora demande à rejouer la vidéo. Elle entend clairement quelque chose qui ressemble à un animal qui grogne, et dans l'image fixe, elle voit un bras et une jambe d'une créature géante. Pendant ce temps-là, dans une maison isolée dans une vallée de montagne, un couple de personnes âgées s'assoit paisiblement pour prendre le thé. D'un coup, leur chien commence à aboyer désespérément, et la maison tremble comme à la suite d'un tremblement de terre. Ils parviennent à entrer dans le sous-sol pour se couvrir. Terrifié, le chien se cache dans la niche et le courant s'éteint. Lorsque le vieux couple sort, il voit qu'il ne reste presque plus rien de leur maison. C'est comme si une énorme pelleteuse l'avait traversée. La niche n'a pas été touchée. Les personnes présentes à la réunion secrète ne sont pas encore au courant de l'incident et continuent de discuter de la catastrophe. Nora insiste sur le fait que les images montrent un hominidé, c'est-à-dire une créature avec 2 bras et 2 jambes.
Elle n'est pas prise au sérieux, car il faudrait que ce soit un sorte de monstre du cinéma, de la hauteur d'un gratte-ciel, comme King Kong. La paléontologue perd patience et demande si le gouvernement a un plan. Are we just gonna sit on our asses discussing theories, or are we gonna take action? Miss, please, restrain yourself. Elle dit qu'elle est prête à mettre son projet en pause et à s'envoler vers le site pour examiner les empreintes de pas. La première ministre fait l'éloge de l'approche de Nora et la nomme conseillère scientifique en chef. Andreas l'accompagnera, et ensemble, ils s'envolent vers le village où la maison a été récemment détruite. Dans l'hélicoptère, l'assistant a la nausée à cause de son vertige. Pour se changer les idées, il demande à Nora comment elle est devenue paléontologue. La fille dit qu'elle a passé son enfance dans la nature, et son père, qui a étudié la mythologie, lui a inculqué l'amour des légendes et contes anciens. Il est logique qu'en grandissant, elle a commencé à chercher de vrais monstres sous terre. Sa mère est morte quand elle avait 10 ans, et son père a commencé à perdre contact avec la réalité à mesure qu'il vieillissait. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Andreas avoue qu'il veut être écrivain, et il est excité par la chance de voir quelque chose de surnaturel. Là, Nora arrête d'écouter. Elle remarque les ruines de la maison en dessous, et sa mâchoire tombe. Comme il est difficile de mettre la faute de cet accident sur une explosion de gaz souterraine, la zone est bouclée par des soldats. Le capitaine Christopher montre d'autres traces qui descendent des montagnes, traversant la rivière et pénétrant dans la vallée. Après 3 km, les traces s'arrêtent brusquement. Ils ont fouillé toute la zone, mais ils n'ont trouvé personne. Nora interroge les seuls témoins, mais ils ne pouvaient pas bien voir la créature à cause de l'obscurité. C'était comme si une montagne entière se déplaçait vers eux, obscurcissant le ciel. Les personnes âgées n'ont pas encore repris leurs esprits, mais la femme se souvient d'un hurlement tonitruant qui ressemblait à une chanson triste et déchirante. Ensuite, la fille examine attentivement les dégâts, et elle suit le chemin de la créature qui a tout balayé sur son passage. Elle sent une odeur étrange, qu'elle observe comme étant surnaturelle. Nora grimpe dans l'empreinte géante et essaie de trouver des signes de créatures vivantes à l'aide de la lumière ultraviolette. Mais l'intérieur est d'une propreté choquante, et il n'y a rien d'autre que de la terre et des roches. En disant ça à haute voix, Nora s'entend soudainement, et les échos du passé prennent le dessus. Forget about it. It's just some old rhyme. Elle demande aux soldats de l'emmener là où se terminent les empreintes. L'hélicoptère les emmène dans le ciel, essayant de comprendre où le géant dangereux a disparu. La caméra thermique ne montre que les montagnes, et il n'y a nulle part où se cacher. Nora prend des notes dans son cahier, réalisant que la créature n'a plus qu'une option, le camouflage. Elle se rend compte que, sans le vouloir, elle pense à nouveau au vieux mythe et à son père. La fille demande à être amenée au vieil homme. Bientôt, ils atterrissent et s'approchent prudemment d'une cabane isolée au pied des collines. It's better if I do all the talking. Stay here! I won't go back there! Tobias reconnaît sa fille et baisse le fusil de chasse. Nora trouve des excuses en disant qu'elle était très occupée et qu'elle n'avait pas eu le temps de rendre visite à son père. Christopher perturbe l'armistice en arrivant avec une arme à portée de main. Mais la fille calme à nouveau les hommes armés. Tobias accepte de laisser entrer les invités et de mettre son pantalon. Les murs de sa maison sont couverts de notes et de coupures de journaux sur divers événements surnaturels dans les montagnes et les théories du complot. Sa fille montre prudemment au vieil homme la vidéo de l'incident et des photos d'empreintes de pas énormes. Ça ne surprend pas Tobias le moins du monde, et il est seulement indigné que les écoles n'enseignent plus à propos des trolls qui parcouraient la Norvège il y a 1000 ans. Nora discute avec son père, disant que si c'était le cas, leurs restes auraient été trouvés par des archéologues il y a longtemps. Elle lui demande de ne pas évoquer les contes de fées, mais Tobias continue d'insister sur le fait que les preuves sont cachées au public. Lui-même a été placé dans un asile, alors qu'il était sur le point de révéler toute la vérité. En raison de la propagation du christianisme en Norvège, l'existence de trolls et de personnages folkloriques a été balayée sous le tapis. En outre, de nouveaux contes de fées ont été écrits pour dépeindre les trolls comme des monstres stupides, méchants et avides, même s'ils ne sont pas pires que les humains en fait. Nora demande seulement à l'aider à trouver où la créature est allée, car personne ne connaît les montagnes mieux que son père. Andreas écoute avec enthousiasme les théories du savant fou. Tobias charge son sac à dos et il a hâte de s'envoler vers le site, en faisant des recherches sur l'itinéraire de la créature. Le vieil homme suggère qu'il pourrait également s'agir d'une troll femelle, un Geiger. À part lui, personne n'a même entendu le mot. Il demande à atterrir et il se met à courir frénétiquement dans les collines avec une carte. Nora dit aux autres qu'il a toujours été excentrique et qu'en vieillissant, il a complètement déraillé et a perdu son travail. Elle regrette qu'il n'ait pas pu être guéri. Pendant ce temps-là, Tobias remarque que les informations sur les cartes ne correspondent pas au paysage réel. Il est heureux que lui et sa fille voyagent à nouveau ensemble, comme au bon vieux temps. La fille semble toujours en vouloir à son père et ne veut pas encore se réconcilier avec lui. Soudainement, une odeur piquante lui frappe à nouveau le nez. Un bloc de pierre qui n'a pas été marqué sur la carte fixe Nora avec son énorme œil. Papa?
Avec un grondement retentissant, le troll se lève et la fille pousse rapidement son père vers l'hélicoptère. Andreas et Christopher les aident à grimper et ils s'envolent sous le choc du géant barbu grognant qui balance sa queue puissante. La vidéo du troll est immédiatement montrée à la première ministre et à son conseil. Tobias et Nora appellent le gouvernement et pour s'assurer qu'ils sont pris au sérieux, Nora demande à son père de ne pas utiliser le langage des contes de fées pour enfants. Le vieil homme rompt immédiatement toutes ses promesses et appelle les choses par leur nom propre. Il critique également avec colère les ministres pour la construction de tunnels dans les montagnes, ce pourquoi il se fait expulser. Nora continue d'utiliser des termes comme « entité inconnue » pour éviter d'avoir l'air folle, et elle demande plus de temps. Mais les militaires ne peuvent prendre aucun risque, et pour assurer la sécurité de leur pays, ils se préparent à attaquer le troll. Par la suite, Nora se dispute à nouveau avec son père, disant qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives et ne s'appuyer que sur des mythes. En conséquence, les personnes au pouvoir ne veulent plus les écouter, et l'aventure est terminée. La paléontologue est sur le point de retourner vers les dinosaures, qui ne s'élèveront jamais du sol, eux, mais son père l'arrête. Lui-même se sent comme un troll qui s'est réveillé dans un nouveau monde qui ne l'accepte pas et qui essaie de le détruire. Si Nora ne veut pas partager son destin à l'avenir, elle devrait aider à protéger la nature et ses habitants. Ces paroles font une forte impression sur la fille, et un feu s'allume dans ses yeux, le même feu qui apparaissait toujours avant chaque expédition avec son père. Ça ne dérange pas Andreas non plus de suivre Nora dans son aventure. Ils essaient de convaincre Christopher de les emmener avec lui, mais il est réticent parce que ça va à l'encontre des ordres. Nora promet de suivre ses instructions et le capitaine cède. Tobias ajoute qu'il n'aura pas à s'inquiéter des sanctions de ses supérieurs, car le troll anéantira facilement l'armée avant l'arrivée du matin. Dans les profondeurs de la nuit, l'armée commence l'opération, mais le troll ne se montre pas. Pendant qu'ils attendent, Tobias écoute d'abord Andreas parler de son livre sur un moine assassin, puis il s'approche de sa fille. Ensemble, ils se souviennent des légendes que Nora aimait écouter quand elle était petite, bien avant la mort de sa mère. Le père aimant a réussi à combler une partie du vide que Nora ressentait après sa perte. Il pleure en se souvenant de la femme et ça les aide à se réconcilier. Puis, un grognement familier retentit au loin, et un bruit de pas fort annonce l'arrivée du troll. Il se rapproche des positions militaires, et il s'arrête en les repérant. Les soldats ouvrent le feu avec des lance-roquettes, ignorant les avertissements de Tobias, disant que ça ne ferait que mettre le géant en colère. D'ailleurs, aucune arme ne peut détruire la créature, et le troll attaque en réponse. Il détruit tout sur son passage, sans le moindre effort, et la base perd le contact avec le groupe. Tout le monde essaie de se mettre à l'abri d'une mort imminente, et Nora et son équipe se cachent derrière un arbre, où se trouve un soldat blessé. Le gars commence à prier, mais ça ne l'empêche pas d'être avalé vivant. Tobias explique que les trolls peuvent sentir le sang, et il refuse de s'enfuir avec les autres. Au lieu de ça, il décide d'approcher le troll et d'essayer de le calmer en lui parlant. À la surprise de tous, ça fonctionne. Le géant comprend les paroles de l'homme et se fige. Les soldats profitent immédiatement de la pause et ouvrent le feu depuis le véhicule blindé. La créature se retourne pour se défendre et effleure accidentellement Tobias avec son pied. Nora n'a pas le temps d'avertir son père, et le corps du vieil homme vole à grande vitesse après l'impact avec le pied de pierre. Le troll écrase facilement la dernière machine de guerre comme s'il s'agissait d'une fourmi, et il s'éloigne paisiblement. Nora se précipite vers son père, qui prononce les mots « palais »,« roi » et « maison » avant de mourir, et lui demande de ne pas perdre la foi. Tobias rend son dernier souffle, et sa fille pleure amèrement sur son corps. De retour à la base, Nora lit les notes de son père pour trouver une solution et ne pas penser à la douleur. Elle s'endort à son bureau, où elle se fait réveiller le matin par Andreas et Christopher. Il l'informe que le troll a été traqué par un drone et qu'il se prépare à l'attaquer depuis les airs. Nora a vu la tentative précédente, et elle se rend compte qu'il est peu probable que cela fonctionne. Elle propose d'étudier les contes de fées en détail. Mais le capitaine dit que ces idées sont le fruit du chagrin de la perte de son père. Mais Andreas prend le parti de la fille et continue à lui parler. Ensemble, ils essaient de comprendre pourquoi, dans les légendes, les trolls ont peur du soleil, alors que dans la vraie vie, ils ont vu le géant marcher en plein jour. En outre, Tobias a déclaré que les chrétiens étaient responsables de la destruction des créatures. Nora avait lu que les trolls jetaient des pavés sur les églises, parce qu'ils détestaient le son des cloches. Ils entrent en contact avec les ministres, et ils tentent de les convaincre qu'ils devraient utiliser des cloches. Ils se moquent à nouveau de Nora, mais de manière inattendue, Christopher soutient son idée, et les militaires décident d'essayer les nouvelles méthodes. De plus, ils doivent agir rapidement, car l'existence du troll est toujours gardée secrète, afin que les gens puissent continuer à vivre leur vie en paix. C'est une journée ordinaire dans un parc d'attractions pour enfants, et les visiteurs ne sont pas au courant de l'approche du monstre. Soudainement, le sol tremble, et le géant de pierre surplombe la foule. Les gens se précipitent vers la sortie, en panique, mais un garçon aux cheveux roux reste figé dans la stupeur. Des hélicoptères apparaissent à l'horizon, portant les cloches. Nora et Andreas sont assis à l'intérieur, et ils remarquent que l'astuce fonctionne. Le troll hurle de douleur, et essaie de se couvrir les oreilles avec les mains. Incapable de le supporter plus longtemps, il jette un stand de crème glacée sur un hélicoptère, le faisant s'écraser. Il tombe dans les bâtiments
enfant et met le feu à la forêt. Il est suivi d'un deuxième puis d'un troisième hélicoptère qui menace de tomber directement sur un enfant et son père. Mais le troll le remarque et les sauve en attrapant la machine qui vole vers eux. Christopher emmène à nouveau les soldats survivants, partant sans rien. Cette fois, des images de la créature mythologique se propagent dans le monde entier. They don't even know what kind of creature they're dealing with. It just really scared me. Son chemin mène directement à la capitale et Oslo doit être défendu à tout prix. Le plan de Nora a échoué. Mais les cloches ont quand même fait leur effet. La fille essaie de convaincre la première ministre de mieux enquêter sur les motivations du troll, mais elle est renvoyée de la mission, alors que l'armée va continuer à essayer de détruire la menace. En sortant de la base, Christopher rattrape Nora et la complimente sur son professionnalisme. Lui aussi pense que ses supérieurs font une erreur fatale, et il lui demande de lui faire savoir si elle a besoin de quelque chose. Pendant ce temps-là, les chefs militaires discutent de la possibilité d'utiliser une arme expérimentale dont l'utilisation n'a pas encore été officiellement approuvée. La première ministre est en colère, qu'elle n'en ait pas encore été informé, tandis que son assistant souligne que c'est une très mauvaise idée. Il lui demande de quitter les lieux. Blessé par cette tournure des événements, Andreas démissionne. Il rattrape Nora et lui dit qu'Oslo est sur le point d'être évacué, alors ils doivent agir rapidement. La première ministre s'adresse au peuple norvégien déclarant l'état d'urgence et l'exhortant à ne pas résister aux mesures du gouvernement. Nora et Andreas sont coincés dans les bouchons, et la fille continue de regarder les notes de son père. Tobias mentionne un homme nommé Sinding, et Andreas se souvient que c'est le lord chambellan au palais royal. Se rappelant que Tobias parlait du palais avant de mourir, Nora demande de faire demi-tour et de se rendre là-bas. Andreas utilise son passe pour rentrer. Ses références ne fonctionnent pas sur les gardes du palais, et il salue les invités non invités avec des fusils chargés. Sinding arrive aux portes. Il ne se souvient pas du tout d'Andreas, mais il reconnaît des yeux familiers. I assumed that someone would show up eventually. I can't say I'm surprised that it was a child of Tiedemann's. Il se souvient de Tobias, disant que c'est un âne têtu, et il conduit les compagnons au sous-sol. Il y a 100 ans, le palais a été construit sur une autre demeure royale, ce qui était considéré comme un porte-bonheur. Mais il y a 12 ans, l'irrépressible Tiedemann révélait à nouveau l'existence du palais souterrain. Pour ça, il a dû être envoyé dans un asile, et Sinding s'excuse auprès de Nora d'avoir pris cette mesure. La fille n'accepte pas les excuses. Bientôt, les restes d'un roi troll et de sa famille sont révélés aux invités. What happened? An ambush. It was a massacre. Quand Olaf le Saint, roi des humains, baptisa la Norvège, il s'est débarrassé de tout ce qui était contraire à la nouvelle foi. Ils ont également tué les enfants, n'épargnant qu'un seul d'entre eux, qui a été emmené loin dans les montagnes. Là, ils l'ont enfermé dans une grotte profonde, et ils l'ont laissé mourir. Nora se rend compte que c'est l'héritier du roi troll qui retourne dans son palais. Elle fait ensuite briller une lumière ultraviolette sur les eaux, et il commence à se désintégrer. Avec Andreas, ils se rendent compte que le troll ne voyage que par temps couvert, et qu'il n'a jamais été exposé à la lumière directe du soleil. L'assistant dit qu'ils ne seront pas en mesure de contrôler le soleil, mais Nora propose tout de suite un plan. Sinding les emmène au garage du palais, d'où la fille appelle Christopher. Ils veulent éloigner le géant au centre-ville et le piéger. Pendant ce temps-là, le troll a déjà atteint la capitale, où il provoque de plus en plus de destruction. Les soldats tentent de ralentir son avancée, en vain. Et la première ministre ordonne l'utilisation de l'arme expérimentale. Sigrid remarque qu'un général se prépare à entrer le code secret pour bombarder Oslo. Elle en informe Andreas, et l'homme demande à la programmatrice de pirater le système et de ralentir le processus par tous les moyens nécessaires. Christopher active le système d'alerte d'urgence de la ville, et ses amis soldats se rassemblent au même endroit pour préparer un piège. Nora et Andreas prennent l'un des crânes de troll et le chargent à l'arrière de leur camionnette. Ils se préparent à se diriger vers le troll, mais un avion avec un missile de destruction massive vole déjà vers eux. Le pilote tire sur le levier, mais l'arme échoue. Sigrid a réussi à sauver la ville de la destruction. Nora et Andreas soupirent de soulagement, mais la fille commence soudainement à douter d'elle-même. Peut-être qu'elle est devenue son père fou après tout. Completely nuts. In a world gone mad, then only the crazy can be sane. Andreas parvient à lui remonter le moral, et il se dirige vers le géant. Le troll a déjà atteint la rue menant directement au palais, et Sinding halète de surprise. Andreas arrache la couverture de l'énorme crâne, et dans une furie, le troll tente de chasser les restes du mort. Nora appelle Christopher, mais il l'informe qu'il a besoin de plus de temps. Le capitaine monte sur le camion, exhortant les soldats à agir grâce à un discours enflammé. Ils doivent montrer tout leur courage, car le monstre qui vient vers eux est vraiment terrifiant. Nora et Andreas continuent de conduire dans les rues nocturnes d'Oslo, perdant ainsi le crâne, qui tombe sur la route.
Ils se retournent, mais tout ce qu'ils arrivent à voir, c'est le troll triste, ramasser les restes d'un bébé avec une fissure dans la tête. La créature hurle de tristesse, et il voit soudainement son reflet dans le verre du gratte-ciel. Le géant tend la main pour toucher l'image, qui pour lui ressemble à une autre créature de son espèce. Le verre se brise, effrayant le géant, et le crâne glisse de sa paume. Il se brise en 1000 morceaux, et un rugissement lugubre assourdissant remplit la capitale. He has nobody. The last one of his kind. Le troll remarque la voiture avec Nora et Andreas, et son chagrin cède à la fureur. Prêt à se venger des humains qui ont tué sa famille, le géant se précipite vers l'avant. Il ne remarque pas l'énorme pont devant lui, le brisant sans effort. Nora réussit à passer à travers et accélère, conduisant le troll à la périphérie de la ville. Pendant ce temps-là, les militaires détectent la source de l'altération de leur système, et Sigrid est prise en flagrant délit. Son ordinateur lui est enlevé, et l'attaque reprend. Nora et Andreas se rendent au piège de Christopher, mais ils doivent sauter de la camionnette en déplacement pour éviter de se faire écraser. Le troll essaie alors de marcher sur Nora, mais il se laisse distraire par les lumières et les signaux des camions qui sont stationnés autour du géant. Les camions dirigent des dizaines de lumières ultraviolettes vers le troll, ce qui fait reculer la créature, de la fumée sortant de son corps. Au même moment, le bombardier vise déjà le troll, mais il remarque les civils autour de lui. Il en informe les commandants, et le général ordonne l'annulation du lancement. Mais l'un des ministres, qui ne se soucie pas des victimes, continue d'insister pour utiliser l'arme. Sigrid prend les choses en main et assomme l'homme, recevant un signe d'approbation du général. Le pilote éloigne l'avion et tout le monde regarde le troll hurler de douleur. Les soldats célèbrent la victoire, mais Nora se rend compte que s'il continue la procédure, la créature ne survivra pas. C'est en contradiction totale avec ce que son père lui a appris, et la fille se précipite vers les interrupteurs. Christopher arrête ses amis qui veulent intervenir. Nora parvient à éteindre les lumières, et elle crie au géant de partir dans les montagnes et de ne jamais revenir. Le troll l'écoute et n'attaque pas. Mais soudainement, le lever du soleil arrive et la lumière du soleil rayonne sur le visage du géant. En quelques secondes, son corps s'effondre. Le dernier de son espèce tombe devant Nora, et ses yeux sont à jamais transformés en pierre inébranlable. Après un bref moment de silence, Andreas plaisante en disant qu'il devrait nommer ce nouveau paysage la colline Tidman. Nora suggère une autre option, le rocher de Tobias. Lorsque la première ministre arrive sur les lieux, elle ne sait pas quoi dire, et elle exprime sa grande gratitude à la paléontologue pour son travail. Andreas lui rappelle qu'il a démissionné et qu'il va devenir écrivain. Il se demande s'il pourrait y avoir d'autres créatures cachées dans des grottes souterraines dont ils ne savent rien. Comme pour confirmer ses paroles, au fond des montagnes, un tas de rochers prend vie et laisse échapper un rugissement menaçant. La musique utilisée dans la bande-annonce est le générique de fin de ce film et la célèbre composition In the Hall of the Mountain King du compositeur norvégien Edvard Grieg. D'ailleurs, certains cris de soldats ont été tirés du jeu vidéo Command & Conquer. Comme toujours, tu trouveras le titre dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires quelles créatures de tes contes de fées d'enfance t'ont le plus fait peur. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.